Alors, depuis la libéralisation du marché de l'énergie au niveau européen, les prix n'ont cessé d'augmenter. Et face à cet échec, il faut bien le dire, de la libéralisation européenne, pointée par la CREG, mais aussi par Paul Magnette dès 2009, il est nécessaire, selon nous, de renforcer la régulation de ce marché, mais également de revoir son fonctionnement. Il est primordial de considérer dorénavant l'énergie comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un bien de première nécessité, et ne plus accepter que des entreprises énergétiques vendent leur électricité à des prix qui sont démentiels et d'autant plus démentiels si on les compare à leur coût de production. Alors depuis des dizaines d'années, le changement climatique est à l'œuvre et ses conséquences se font chaque année plus concrètes, plus palpables, plus observables, y compris dans notre pays, avec les inondations, les fortes chaleurs, les sécheresses. C'est la santé, ce sont les moyens financiers, c'est la vie de nos concitoyens qui est impactée avec des conséquences plus lourdes et plus directes sur les plus vulnérables. Responsable de 77% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, l'énergie constitue le premier secteur pour lequel la transition doit devenir une réalité. Alors ces défis, ils sont évidemment conjoncturels, la reprise des activités post-Covid, les agissements de la Russie dès août 2021 et surtout la guerre en Ukraine ont entraîné une augmentation des prix du gaz et de l'électricité qui est sans précédent. Et tout ceci a une nouvelle fois souligné notre dépendance aux énergies fossiles, dépendance qu'on doit comprendre comme une vulnérabilité, et rendu encore plus évident par les manquements du marché européen de l'énergie. Et cette situation nous impose, quoi qu'il en coûte, et je le souligne, quoi qu'il en coûte, de protéger les ménages belges, d'accélérer la transition et de contrevenir à la logique du tout au profit qui anime le marché énergétique. Et donc pour mon groupe, il est essentiel de favoriser pour nos concitoyens un approvisionnement en énergie qui soit réellement abordable, sûr et durable. Il s'agit là de nos priorités et nous soutiendrons toutes vos actions en ce sens. Alors j'en viens à votre note de politique, en commençant par le point relatif à la transition énergétique et l'énergie durable. L'éolien offshore d'abord. Et donc en ce qui concerne la transition énergétique et l'énergie durable, je tiens d'abord à saluer une nouvelle fois la hausse de la production d'électricité éolienne offshore qui passera de 2,2 MW à 5,8 MW d'ici 2030, une hausse permise par le plan de relance belge. L'année dernière, vous indiquiez déjà travailler à la réalisation d'un cadre réglementaire quant aux procédures d'appel d'offres pour l'exploitation de la nouvelle zone Princesse Elisabeth. Vous annonciez que cette exploitation pouvait être réalisée sans l'aide du gouvernement, je vous cite dans cette expression, méthode qui est privilégiée par l'Allemagne et actuellement étudiée par les Pays-Bas et le Danemark. Alors, si nous ne pouvons prévoir avec certitude l'évolution du contexte énergétique d'ici 2030, nous savons néanmoins qu'en cette période de crise, la CREG a, par le biais d'un Contract for Difference, fortement diminué les subsides qui seront accordés aux exploitants du parc offshore existant, et ce en raison des profits importants réalisés par les exploitants. Et donc, première question, qu'en sera-t-il du parc Princesse Elisabeth? Le mécanisme sans subvention de l'État est-il toujours privilégié? Pouvons-nous avoir votre retour sur les discussions menées avec la CREG et le ministre en charge de la mer du Nord à ce sujet, ainsi que sur les avancées réalisées? Le timing sera-t-il respecté? Enfin, pouvez-vous nous garantir que ce projet n'impactera pas la facture de nos concitoyens? En outre, l'étude Roadmap to Net Zero publiée par Elia fin 2021 démontre la nécessité d'augmenter les interconnexions avec d'autres pays, et ce à plus forte raison que notre pays devrait importer la moitié de son électricité en 2050 et qu'une bonne interconnexion permet de niveler les fluctuations de la production d'électricité éolienne. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur les travaux réalisés en ce sens au cours de l'année écoulée et sur les perspectives à venir. Et outre les projets Nautilus, du Triton Link et de l'île énergétique danoise en mer du Nord, quels sont les autres projets qui pourraient être engagés? Les engagements bilatéraux et multilatéraux
mentionne-t-il des niveaux d'interconnexion minimaux et dans quelle mesure notre pays devra-t-il investir dans ces projets? Et enfin, qu'en est-il du risque de répercussion des coûts sur les factures par le biais du tarif de transport Elia? Alors, en matière d'hydrogène et de son déploiement dans notre pays, je souhaite également souligner la volonté de ce gouvernement de placer notre pays parmi les pionniers en la matière, et grâce notamment aux nombreux projets prévus dans le cadre du plan de relance. Plusieurs collaborations ont été engagées avec des pays dont les conditions favorisent la production d'hydrogène vert, dont la Namibie et Oman, tandis que vous avez indiqué envisager aussi d'autres collaborations. Et dans le cadre de la COP27, le Premier ministre a annoncé le lancement d'un forum mondial sur l'hydrogène renouvelable et en somme les importations par bateau d'hydrogène vert, éventuellement sous forme d'ammoniac vert vers la Belgique, devraient fortement augmenter. Et si cette augmentation nécessite un réseau adapté, nécessite également la possibilité de déplacer l'hydrogène sous forme d'ammoniac par train. Avez-vous abordé ce point avec votre collègue compétent? Savons-nous déjà si le réseau de transport ferroviaire est prêt pour ce type de projet? Alors, le point relatif à la sécurité d'approvisionnement, à court terme en tout cas dans un premier temps, vous le soulignez, la crise énergétique est exacerbée par la faible disponibilité du parc nucléaire français, ce qui a pour conséquence que les centrales à gaz belges sont fortement sollicitées. Au début du mois, vous vouliez être rassurante sur le fait que notre pays soit en mesure de compenser le manque d'électricité française, France qui se prépare à des délestages, d'après ce qu'en dit la presse de ce pays, mais j'aurais aimé avoir votre retour sur la situation actuelle. Compte tenu de l'activité des centrales à gaz, qu'en est-il de l'objectif européen de réduire de 15% la consommation? Si cet objectif devenait contraignant, quelles conséquences cela aurait-il? Quel impact pourrait avoir une nouvelle baisse de la production française cet hiver, considérant qu'il était demandé de maximiser la production d'électricité cet hiver et que les producteurs étaient encore en mesure d'exporter de l'électricité au début du mois? Quelle marge avons-nous actuellement? Qu'en serait-il dans le cas où les importations venaient à se réduire encore plus? Et en outre, comment pouvons-nous éviter qu'un tel événement, voilà. Merci Séverine, merci beaucoup. Bon, donc je vous demandais, Madame la Ministre, comment nous pourrions éviter qu'un tel événement ait un effet dévastateur sur les prix? Et enfin, pouvons-nous avoir votre analyse sur la situation en matière de sécurité nucléaire, compte tenu notamment du dialogue entretenu avec les autorités françaises? Et votre note politique contient plusieurs mesures pour cet hiver, dont une demande à Engie de reporter la fermeture définitive de Tihange 2 du 1er février à fin mars. Alors, cet été, Engie s'y est clairement opposé, de même qu'une prolongation de Doel 3. Il y a un mois, l'AFCN a fait de même, évoquant des motifs liés à la sécurité. Où en sont les discussions sur ce sujet? Quel retour vous est parvenu de l'exploitant? Cette piste est-elle enterrée? Et quels en seraient les effets sur la sécurité d'approvisionnement? Alors, toujours à court terme, mais cette fois-ci concernant le gaz, là aussi vous vouliez rassurante, la Belgique exportant même une partie du gaz acheminé chez elle vers l'Allemagne. Pouvez-vous nous fournir un état précis de la situation? Quelle marge avons-nous en matière d'approvisionnement? Où en sont les discussions avec la Norvège concernant l'importation de GNL? Récemment, Irène Rummelhoff, l'administratrice de la société norvégienne cotée en bourse Equinor, le plus grand fournisseur de gaz vers l'Europe, évoquait le bénéfice trimestriel de l'entreprise qui s'élevait à 6,5 milliards d'euros. Et nous apprenions que 78% de ces bénéfices allaient directement à l'État norvégien.
J'invite chacun à lire cette interview si ce n'a pas encore été fait. C'était une belle interview dans la presse flamande sur la question d'une réduction du prix de vente du gaz administratif, renvoyait la responsabilité au gouvernement norvégien. Et j'aurais aimé savoir si des discussions en ce sens avaient été menées avec les autorités de ce pays, que ce soit au niveau belge et ou au niveau européen. Et si ce n'est pas le cas, entendez-vous entamer ou soutenir de telles discussions avec un pays qui est, je le rappelle, un pays voisin et ami. Alors, sur le moyen et sur le long terme en matière de nucléaire, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse approfondie quant aux risques en matière d'approvisionnement en électricité et en gaz pour les hivers prochains? Qu'en est-il plus précisément de la situation pour les hivers 25, 26 et 26, 27? Pouvez-vous nous fournir des chiffres précis au sujet du manque de capacité susceptible d'être observé durant cette période? Elia a indiqué il y a peu que compte tenu de la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, aucune nouvelle centrale électrique n'était nécessaire durant l'hiver 26-27, outre celle actuellement prévue par le CRM. Est-ce que ceci est confirmé? Compte tenu de la situation en France et des négociations pour la prolongation de 2 réacteurs, le recours à d'autres technologies que les centrales à gaz et le stockage d'électricité est-il dès à présent envisagé? Alors, à propos du CRM, justement, dont l'amélioration fait l'objet d'un travail concerté avec Elia et la CREG, je voudrais savoir sous quel délai une réponse de la Commission européenne est attendue. Ce délai pourrait-il avoir un impact sur le calendrier prévu et la sécurité d'approvisionnement pour les mois et les années à venir? Compte tenu de la situation en France, à nouveau, le recours à d'autres technologies que les centrales à gaz et le stockage d'électricité est-il envisagé? Alors, pour ce qui est de la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, un accord intermédiaire avec Engie était attendu pour la mi-septembre sur le partage du coût de la prolongation. Cet accord n'a pas encore été trouvé, alors qu'on se rapproche de la date du 31 décembre. Alors, je sais les difficultés d'exposer la situation publiquement, mais est-ce qu'on pourrait néanmoins avoir votre retour sur l'état des négociations? Qu'en est-il des études et travaux préparatoires du LTO? Dans le cas où un accord serait trouvé, pourriez-vous nous garantir que le coût de gestion des combustibles usés et des déchets nucléaires ne retombe pas sur nos concitoyens? C'est quelque chose que nous disons depuis le début. Engie restera-t-il responsable de ce coût? Si oui, jusque quand? Qu'en est-il du price cap prévu dans le cadre de la lettre d'intention? Et vous avez récemment indiqué qu'il ne fait aucun doute que les 2 réacteurs seront prolongés et que la seule option est de savoir si ce sera avec ou sans Engie. Ce sont des déclarations très fortes. Pourriez-vous nous en apprendre un peu plus sur l'option sans Engie? Envisagez-vous une contrainte législative, voire de confier l'exploitation des réacteurs à un autre opérateur? Ce sont des questions très importantes. Alors, chapitre suivant concernant l'abordabilité et donc la question des prix de l'énergie et des mesures prises par ce gouvernement pour protéger nos concitoyens. Alors, ces mesures, nous les soutenons évidemment avec beaucoup de conviction, mais elles doivent impérativement s'accompagner d'une réforme en profondeur au niveau européen, en amont et plus particulièrement d'un plafonnement des prix du gaz. Nous y reviendrons. Alors, en ce qui concerne le tarif social, votre note mentionne une réforme du tarif social qui se voudra plus ciblée et plus graduée et qui visera notamment à appliquer certaines corrections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes fondamentaux de cette réforme? Sur quels critères le tarif social sera-t-il accordé selon votre point de vue? Quels outils seront employés pour cette graduation? Alors, vous le savez, notre groupe plaide pour une extension du tarif social à la classe moyenne, dont les revenus dépassent ceux du million de foyers déjà protégés, mais qui pâtissent pourtant de la hausse des prix. Est-ce que vous entendez défendre une telle extension à la classe moyenne? En outre, la protection accordée aux bénéficiaires actuels
sera-t-elle garantie? Une pérennisation d'extension du tarif social au BIM est-elle envisagée? Donc des questions importantes concernant le tarif social. Et nous le savons, il y a peu, plusieurs centaines de milliers de ménages, ne sachant pas qu'ils avaient droit au tarif social, n'effectuaient pas les démarches pour en bénéficier. Dans quelle mesure la base de données permettra-t-elle d'améliorer la situation? D'autres mesures seront-elles étudiées? Alors, la semaine dernière, nous apprenions que près de 3000 familles locataires de 4 sociétés de logement publics dans le Hainaut pourraient ne plus bénéficier du tarif social faute de fournisseurs. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette situation? Des contacts ont-ils été engagés avec les sociétés de logement ainsi qu'avec vos collègues compétents? Et des pistes de solutions sont-elles étudiées? Et enfin, pour clôturer sur ce chapitre tarif social, qu'en est-il des étudiants coteurs qui sont fortement touchés par la crise et qui pourtant ne bénéficient pas des aides classiques en raison du fait qu'ils ne soient bien souvent pas domiciliés dans leur cote? Y a-t-il une solution pour ces étudiants? Alors, pour ce qui est de la prime mensuelle de 196 € qui court tout l'hiver, votre porte-parole a communiqué que si 5 millions de primes étaient accordées automatiquement, environ 500 000 citoyens devraient en faire la demande. Cette difficulté ayant déjà été observée au moment de l'octroi de la prime chauffage, des enseignements ont-ils pu être tirés de cette première expérience et des mesures spécifiques sont-elles prises pour atteindre ces 500 000 foyers? Alors, la taxation des surprofits. Alors, évidemment, on doit saluer cette mesure décidée par le gouvernement, des mesures pour lesquelles nous plaidons en commission depuis à peu près le début de cette année et qui s'inscrivent dans la suite de la tendance engagée il y a plus de 10 ans, à l'époque où Paul Magnette était ministre de l'énergie avec la rente nucléaire. Depuis des années, et je le répète, plus de 10 ans, nous pouvons en effet compter sur une garantie, celle d'une rente nucléaire efficace et pérenne, qui met à contribution les grandes entreprises du nucléaire et leurs profits à hauteur de 38% pour les réacteurs de Doel 3, Doel 4, Tihange 1 et Tihange 3. Cette rente devrait atteindre plus de 1 milliard en 2023. Il s'agit d'une garantie réelle de contraindre de grandes entreprises à contribuer aux mesures de soutien à la population. Depuis le début de l'année, le Parti socialiste en appelait à une nouvelle taxation des surprofits des entreprises énergétiques, mais pas que. Et nous y appelions avec d'autant plus d'aplomb et de conviction que, alors que les factures augmentent, des surprofits indécents étaient générés. On se souvient du transfert de 1,2 milliard d'Electrabel vers Paris. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir des mesures qui sont engrangées, mais j'aurais aimé aujourd'hui en savoir où vous en êtes quant à leur mise en œuvre concrète. Alors, il me reste 3-4 minutes pour aborder le chapitre collaboration et internationale avec la question du plafonnement des prix. On sait qu'un sommet européen se profile dans les prochains jours. Je l'évoquais, l'énergie est un bien de première nécessité pour nos concitoyens et pour nos entreprises, compte tenu de l'augmentation des prix que nous avons connue depuis le début de la libéralisation des défis climatiques qui sont les nôtres, ainsi que des folies de ce marché que nous connaissons actuellement. La question de savoir s'il était effectivement judicieux de confier ce bien essentiel qu'est l'énergie uniquement à la logique de l'offre et de la demande se pose. D'ailleurs, des mesures adoptées comme la taxation des surprofits et les subsides accordés aux renouvelables attestent de la nécessité de revoir cette logique. Mais pour notre groupe, je le répète, il faut aller plus loin et agir pour bloquer les prix du gaz. Ça nous paraît essentiel. Et donc, le 24 novembre se tiendra une réunion du Conseil européen, une réunion qui sera primordiale quant au plafonnement des prix du gaz. Ce dossier doit impérativement aboutir. Nous l'attendons depuis trop longtemps. On sait que l'Allemagne et les Pays-Bas sont réticents, mais il n'en reste pas moins que 15 autres pays plaident en faveur de ce plafonnement. Alors, lundi 7 novembre, la Commission, qui avait pourtant été chargée de confectionner une proposition, a une nouvelle fois exprimé ses réserves. Le 16 novembre, la Commission aurait fourni aux 27 l'ébauche d'un mécanisme correctif du marché du gaz. Celui-ci s'appliquerait
si d'une part, en cas de dépassement d'un plafond sur le marché TTF, et je viens de voir l'information, ce plafond serait fixé à 275 €, ce qui ne nous paraît pas très raisonnable, et d'autre part, en cas de différence significative entre les prix sur le TTF et les prix globaux du GNL. Alors, si cette mesure, si ce principe en tout cas de plafonnement va dans le bon sens, malheureusement, on n'en est pas encore au stade d'une proposition législative, et donc cette mesure s'apparente à une mesure d'urgence plutôt qu'à un plafonnement à proprement parler. Et enfin, le prix maximal évoqué ne concerne que les contrats de TTF à 1 mois, ce qui est, selon nous, tout à fait insuffisant pour maîtriser correctement ce marché. Alors, beaucoup d'incertitudes persistent quant à cette initiative, et alors que nous attendons une action depuis de nombreux mois, alors que le temps passe, que les températures baissent et que la consommation de nos concitoyens augmente et les factures avec elle. Et donc, Madame la Ministre, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur cette mesure en tenant compte évidemment des informations qui sont sorties il y a 1 heure? Des contacts ont-ils été pris avec d'autres États membres à ce sujet? Quel montant de plafonnement a-t-il été proposé par la Commission? On le sait désormais, on parle de 275 €. Quel effet cela pourrait-il avoir sur les factures? Quelle position entendez-vous adopter et tenir fermement le 24? Et en cas d'échec des négociations, est-ce que vous envisagez de discuter d'un plafond avec certains des 15 États membres qui sont favorables et qui réclament la création de ce plafond? Et puis, entendez-vous mener ou soutenir un dialogue avec les grands pays importateurs de GNL qui comptent parmi nos partenaires pour faire baisser le coût des importations? Et parmi ces grands pays producteurs, il y a évidemment des alliés de premier plan auxquels on pourrait demander un effort. Et je termine sur un point qui me tient particulièrement à cœur, le traité sur la charte de l'énergie, un traité qui, depuis plusieurs années, est utilisé par des entreprises, comme vous le savez, des entreprises énergétiques, ni plus ni moins que comme une source de revenus sur le dos des États et des pouvoirs publics, et comme un moyen de contrevenir à une transition durable. Alors la modernisation de ce traité, s'était annoncé, est un échec. Depuis lors, plusieurs pays européens, et ils s'enchaînent presque toutes les semaines, ont décidé de sortir du traité. La France, l'Espagne, les Pays-Bas notamment, la Pologne. Entendez-vous également soutenir une sortie? Nous plaidons pour ça depuis longtemps. Un retrait collectif est-il encore possible? Et si tel n'est pas le cas, allez-vous le défendre au niveau national? Pour notre groupe, une chose est très claire, il est nécessaire dorénavant de quitter ce traité. Nous avons d'ailleurs déposé, vous le savez, un texte en ce sens. À la COP en Égypte, vous auriez déclaré être favorable à une sortie du traité. J'en suis très heureux, mais nous appelons maintenant à des actions conséquentes et concrètes, et je vous remercie.